Bonsoir à tous. Agut Shabbos, Lechaim, Lechaim. Donc, comme à notre habitude maintenant, Bli Neder, tous les jeudis soirs, on se retrouve pour parler un petit peu de la vie des chassidim. Et on a commencé avec un grand chassid, Reb Mendel Futterfass. Donc, on a raconté lors d'un premier épisode son enfance. La semaine dernière, on a raconté ses années de Barour Yeshiva, donc de jeune homme. Et aujourd'hui, pour le troisième épisode, si on peut dire, on va se focaliser sur son côté Baal Bait, sa vie de Baal Bait, quand il s'est marié. Alors, on avait dit rapidement la dernière fois qu'à 13 ans, il est rentré dans le système de yeshivot clandestine à Kremenchug. Donc, de ses 13 ans à ses 18 ans, il est resté à la yeshiva là-bas. Ensuite, de ses 18 ans à ses 24 ans, il était toujours dans ce système-là, mais c'était un système où il fallait être nomade. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'endroit où la yeshiva était installée. Il fallait que les Bachurim ils aillent de ville en ville, qu'ils restent quelques semaines à chaque fois et puis qu'ils se déplacent pour ne pas être repérés par les autorités soviétiques. Et à l'âge de 24 ans, donc il est devenu, comme il dit lui-même, un mentor, il est devenu un enseignant, un professeur dans ce réseau de yeshiva. Il n'était plus un élève, il était devenu déjà quelqu'un qui transmet aux autres. Ça, c'est à 24 ans. Quand il avait 27 ans, il est parti faire un Farbrengen à Krolevets, une ville comme ça qui s'appelle Krolevets en Ukraine. Et ce Farbrengen, il était chez la famille Rubinson, monsieur et madame Ben-Sion Rubinson. Et là-bas, il a fait Farbrengen. Et il n'a pas ménagé l'intensité de ce Farbrengen. Il n'a pas voulu cacher qui il était. Et il a fini après le Farbrengen par terre, sous la table, complètement chicore, complètement épuisé, Il avait tellement tout donné dans ce Farbrengen qu'il était essoré. Et monsieur et madame Rubinson, donc qui accueillaient chez eux le Farbrengen, ils ont été touchés de voir ce jeune homme-là qui n'est pas en train d'essayer de cacher qui il est vraiment, qui n'est pas en train d'essayer de cacher son ardeur dans le Farbrengen, son ardeur chassidique. Et donc, ils ont pensé, ça serait bien qu'on lui présente notre fille, Léa. Et c'est comme ça que le shidduch a été fait entre Reb Mendel Futterfass et sa femme, Léa Rubinson, et donc qui est devenue Léa Futterfass. Quand il s'est marié, forcément, il a dû trouver un travail. Et étant donné que c'était difficile à l'époque en Union soviétique d'avoir un travail dans lequel on pouvait se permettre de ne pas travailler Shabbat, il est rentré dans le business au marché noir. C'est-à-dire qu'en fait, il achetait des choses et il les revendait un peu plus cher sur les places de marché, de manière un peu illégale comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'il a gagné sa vie et qu'il a pu subvenir aux besoins de sa famille. Et on dit qu'il était même très fort dans ce business-là. Et ça lui permettait en plus de vivre, de faire beaucoup de tzedaka. On raconte comme ça qu'il y avait une certaine famille de chassidim, Reb Zalman et Sarah Schneerson, certainement en lien peut-être avec la famille du rabbi. En tout cas, c'était des chassidim qui habitaient à Moscou. Et le père Zalman Schneerson était un rav, un enseignant dans ce réseau des yeshivot clandestines de Chabad, de Lubavitch. Et Reb Mendel, il a appris que ces gens-là, Zalman et Sarah, ils avaient une fille qui s'appelait Hadassah Schneerson, et qu'ils n'avaient tellement pas d'argent pour lui acheter un manteau, qu'il n'y avait pas de manteau. Et du coup, tout l'hiver, parce qu'en Russie, il fait très froid, toute la période de l'hiver en Russie, elle n'avait pas d'autre choix, cette jeune fille, que de rester chez elle. Donc en fait, 6-8 mois par an, cette fille-là, elle restait enfermée à la maison parce qu'elle n'avait pas de manteau, elle ne pouvait pas sortir. Et donc Reb Mendel, il a pris sur lui, il a apporté un beau manteau. Et cette jeune fille-là a pu, grâce à ce manteau, avoir une vie normale tout simplement. Donc ça, c'est un exemple du chesed qu'il faisait avec ce business-là qu'il avait trouvé. Une autre histoire intéressante que lui-même raconte, c'est que un jour, il a fait une belle affaire et un de ses associés lui a dit « Regarde, fais-moi plaisir, écoute mon conseil. Tu prends 10% de ce que tu as gagné, tu le mets de côté. Peut-être que les temps, un jour ou l'autre, seront difficiles et c'est important d'avoir une petite réserve. Donc, fais-moi plaisir, 10% de ce que tu as gagné aujourd'hui dans cette belle affaire,
tu les mets de côté. Et comme ça, en cas de coup dur, tu auras de quoi faire. Ok. Quelques temps plus tard, ils se revoient. Et donc l'associé, il dit à Reb Mendel, nous, tu as écouté ce que je t'ai dit, tu as mis de côté de l'argent. Alors Reb Mendel lui dit, regarde, je t'ai écouté, j'ai mis de l'argent de côté. Le problème, c'est que le soir, quand j'étais dans mon lit, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je me suis dit, comment ça se fait qu'il y a des Bachourim qui meurent de faim et moi, j'ai de l'argent enterré dans mon jardin? Comment c'est possible? Il lui dit comme ça, donc je n'ai pas réussi à dormir. Je me suis levé, j'ai déterré l'argent et je suis parti distribuer tout l'argent aux Bachourim de la yeshiva. Et après, je suis rentré chez moi et là, j'ai bien dormi. Donc voilà, un autre exemple du chesed que Reb Mendel y faisait lors de ces années-là avec l'argent qu'il gagnait dans son business. Ensuite est arrivée la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et la famille Fouterfass, comme beaucoup de chassidim de l'époque, ils sont partis déménager dans la ville de Samarkand. Samarkand en Ouzbékistan, ouais, à l'est de la Russie. Et c'est une ville où il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de chassidim qui sont partis là-bas justement pendant la guerre. Et donc il raconte que là-bas il est devenu un des administrateurs généraux de ce système de yeshivot clandestine de Lubavitch. Et il raconte là-bas que, étant donné qu'il y avait la Seconde Guerre mondiale qui avait commencé, les armées de l'Union soviétique étaient tellement occupées à se battre contre les nazis que finalement le Lubavitch, les chassidim, les juifs en général étaient plus tranquilles à cette période-là, puisqu'on va dire les Russes n'avaient plus le temps d'espionner et d'envoyer les gens au goulag, comme c'était avant la Seconde Guerre mondiale, et on verra aussi que c'était après. Mais en tout cas, il y a eu une petite période d'accalmie comme ça, où c'était un peu plus tranquille, et donc Reb Mendel à Samarkand, il a pu être un peu tranquille, et il a pu gérer aussi ce réseau de yeshiva clandestine. Et malheureusement, là on arrive à un épisode très dur de sa vie, malheureusement, comme lui-même il raconte, que bien que à Samarkand en Ouzbékistan, on vient de le dire, les conditions, on va dire, spirituelles et matérielles étaient plus favorables qu'en Union soviétique. Mais malheureusement, il y a eu une épidémie qui a sévi et Reb Mendel, il a perdu 4 enfants sur les 6 enfants qu'il avait. Lo Aleinu, 4 enfants de Reb Mendel sont morts. Les 4, si je ne dis pas de bêtises, les 4 derniers, les 4 petits de la famille. Donc, très très dur. 4 enfants disparaissent d'une maladie. Et à un moment donné, il y a le deuxième enfant, donc un des 2 survivants, le deuxième enfant qui est Berel Fouterfass, que lui, il attrape le typhus. Donc encore une maladie. Et le médecin, il va à la maison pour voir le jeune garçon. Il dit aux parents, regardez, il n'y a rien à faire. Il n'y a que quelques heures. La maladie, elle a atteint un stade où on ne peut plus le sauver. Et malheureusement, lui aussi risque de partir. Donc, vous imaginez la tragédie. Il vient de perdre 4 enfants sur ces 6 enfants qu'il avait. Et on lui annonce que peut-être un 5e enfant va partir. Et cette histoire qui est connue, mais on va raconter là, qui est connue, maintenant vous aurez le contexte au moins, c'était donc un chassid, un ami à lui qui raconte qu'il était dans la pièce à ce moment-là. Et le médecin, il lui dit, écoutez, il faut que vous partiez d'ici parce que vous risquez vous-même d'être contaminé. Et donc cet ami de Reb Mendel, il est sorti. Et il est resté comme ça à la fenêtre, regarder Reb Mendel. Et il a vu comment Reb Mendel était assis sur une chaise et qui pleurait, et qui pleurait, et qui pleurait. Et c'est là où on arrive à l'histoire qui est connue. Et qu'à un moment, la chaise, elle s'est cassée. Reb Mendel s'est retrouvé par terre. Et il a dit comme ça. Il a dit, Ribono shel olam, maître du monde. Je ne te demande pas de sauver mon fils par le mérite de l'étude de la Torah que j'ai, puisque je sais que j'ai rien compris de ta Torah. Et je ne te demande pas de sauver mon fils par le mérite de la tfila, de la prière que j'ai faite, parce que je sais que je n'ai pas eu les bonnes intentions qu'il aurait fallu que j'ai. Je te demande de sauver mon fils par le mérite de tous les Farbrengen auxquels j'ai assisté et par le mérite du fait que je n'ai jamais quitté un Farbrengen avant la fin. Je n'ai jamais
quitté une réunion chassidique, un Farbrengen, avant la fin. Je suis toujours resté jusqu'au bout. Par ce mérite-là, Hachem, sauve mon fils. Sauve mon Berel. Et on raconte que le miracle s'est produit. Et le jeune Berel Futterfass, il a survécu. Donc, cette histoire, elle est connue. Comment le grand mérite d'un Farbrengen. Qu'il n'a pas demandé Rachamim parce qu'il étudiait. Il n'a pas demandé Rachamim par le mérite de son étude. Il n'a pas demandé Rachamim par le mérite de cette fille-là. Il a demandé Rachamim par le mérite de son investissement dans les Farbrengen. Donc à la fois l'histoire elle est tragique, à la fois elle est belle parce que on comprend des choses. Et en réalité j'ai réfléchi, alors ça c'est un peu personnel, mais on a toujours envie de prendre l'exemple des chassidim bien évidemment. C'est pour ça qu'on raconte ces histoires, ces vies-là qu'ils ont eues. Et pour ceux qui connaissent Farbrengen, une réunion chassidique, alors souvent c'est Shabbat à la choule, mais ça peut être un anniversaire de quelqu'un ou autre, c'est dur, voire impossible, de jamais quitter un Farbrengen avant la fin. Shabbat, il y a la femme à la maison, il y a les enfants. Et dans la semaine, quand on va à un anniversaire ou autre, le lendemain, souvent, on travaille, il faut se coucher tôt, il faut se lever tôt. Donc, concrètement, de rester à chaque Farbrengen auquel on assiste jusqu'à la fin, c'est quasiment impossible. Il y a toujours des gens qui ont le temps, qui peuvent rester plus longtemps que soi. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre cet enseignement, les Maasé? Comment est-ce que concrètement, nous aussi, on peut prendre de cette histoire des forces que Reb Mendel, il a dit, je ne suis jamais parti au milieu d'un Farbrengen. Comment nous, on peut faire ça? Puisqu'on ne peut pas concrètement rester jusqu'à la fin du Farbrengen. Ou pas toujours, en tout cas. Alors, j'ai pensé de dire comme ça. On sait très bien qu'en fait, si on peut dire, dans le Farbrengen, il y a deux Farbrengen. Dans le Farbrengen, alors il faut dire un petit Lechaim, quand même. Lechaim. Dans le Farbrengen, il y a deux Farbrengen. Il y a le Farbrengen général, la réunion chassidique générale, et il y a le Farbrengen particulier que chacun il doit faire en lui. C'est pour ça qu'on dit chez les chassidim, vous savez, un Farbrengen c'est quoi? À un moment donné, il y a quelqu'un qui parle, qui dit des divrei Torah, qui dit des paroles pour se renforcer. On dit les chaim, on dit les chaim sur du mashké, on boit un petit peu, on mange un petit peu, puis après on chante. Et chez les chassidim, on dit, dans le Farbrengen, il y a un moment où quelqu'un parle pour tout le monde. Ça, c'est le moment où la personne elle parle. Et après, il y a un moment où chacun il doit se parler à soi-même. Ça, c'est pendant le nigun, quand on chante, ou pas forcément, mais en tout cas, dans le Farbrengen, il y a deux Farbrengen, si on peut dire. Il y a le Farbrengen général, où il y a tout le monde qui est assis, et ce Farbrengen, il peut durer jusqu'à très tard, et peut-être que je ne pourrai pas rester jusqu'à la fin. Mais il y a aussi le Farbrengen individuel que chacun il doit faire en lui. On doit prendre de la hauteur pendant qu'on fait Farbrengen. On doit ouvrir les yeux sur des choses qu'on n'avait pas forcément vues. On doit prendre de la hauteur. On doit réfléchir. Comment s'améliorer? Comment faire mieux? Alors ça ne veut pas dire non plus qu'à chaque Farbrengen, il faut prendre une bonne décision, forcément, parce que déjà on a du mal. On en prend une pour Rosh Hashanah, on en prend une pour Shavuot, on en prend une pour Yutet qui se lève. Pas facile. Donc pas forcément à chaque fois qu'il faut ressortir avec une bonne décision, parce qu'on sait qu'on ne tiendra pas. Mais il faut en tout cas avoir ce petit réveil, on va dire, cette petite prise de conscience, cette petite introspection-là. Donc on peut dire que c'est vrai que nous, on ne peut pas forcément rester au Farbrengen général jusqu'à la fin à chaque fois. Mais de cette histoire de Reb Mendel, on peut se dire, quand il dit « je ne suis jamais parti au milieu d'un Farbrengen », de nous d'essayer de se dire « ok, j'arrive à un Farbrengen, je peux rester qu'une demi-heure, je peux rester qu'une heure. Mais je ne veux pas partir avant la fin du Farbrengen, sous-entendu, je ne veux pas partir avant la fin de mon propre Farbrengen, individuel à moi. Le Farbrengen général, il va durer plus longtemps. Mais moi, je ne veux pas partir avant la fin du Farbrengen que je dois faire en moi. Je ne veux pas partir du Farbrengen avant de pouvoir me dire qu'est-ce que ce Farbrengen m'a apporté dans ma relation avec Hachem, dans ma relation avec le Rabbi, dans ma relation avec les autres. Qu'est-ce que ce Farbrengen il m'a fait ressentir? Qu'est-ce qui m'a fait comprendre? Qu'est-ce qui m'a fait changer? Donc voilà, c'est une petite réflexion, on va dire, que Reb Mendel, il a dit, lui concrètement, il a eu ce mérite et cette force de pouvoir dire à Hachem, Hachem, je ne suis jamais parti au milieu d'un Farbrengen. Je suis resté à chaque fois que j'étais à un Farbrengen, je suis resté jusqu'à la fin. Alors nous, on n'a peut-être pas son niveau, mais on peut dire à Hachem, voilà, on va chacun prendre sur nous maintenant, quand on fait Farbrengen, de ne pas partir avant la fin de notre Farbrengen à nous individuel,
avant d'avoir pris les forces de ce Farbrengen pour ressortir des meilleures personnes. Voilà, un grand Lechaïm. Et donc, on a vu, on va dire, la troisième partie de la vie de Reb Mendel, sa vie de jeune marié. Et donc, la prochaine fois, on commencera à parler de, malheureusement, d'autres épreuves qui lui sont arrivées et du fait qu'il a été envoyé au goulag. Voilà, des bonnes nouvelles, good Shabbos et à la semaine prochaine si Dieu veut.